BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. Avec Gilles Petit qui est resté avec nous. Gilles Petit, rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. Pour vous répondre, n'hésitez pas à nous écrire par mail intégralplacement@bfmbusiness.fr ou bien sur notre site internet bfmbusiness.com ou bien encore en nous suivant sur les réseaux sociaux @intplacement avec un S à la fin. Gilles, on commence avec une question de Paul à Strasbourg. Son gérant OPCVM a changé les heures de souscription et de rachat. Et il voudrait savoir pourquoi. Alors déjà, qu'est-ce que sont ces heures de souscription et de rachat? Alors les heures de souscription et de rachat, c'est en fait simplement les heures fixées pour lesquelles jusqu'à laquelle on peut passer son ordre de bourse. Donc généralement, ces heures-là sont très importantes pour les SICAV puisqu'elles vont déterminer finalement la date d'achat et donc le cours auquel vous allez acheter votre SICAV d'actions françaises ou étrangères. Donc généralement ce qui se passe, c'est que on peut aller pour les SICAV d'actions étrangères, l'horaire peut être jusqu'à 15h30. Donc vous pouvez passer votre ordre jusqu'à 15h30, ce qui signifie que derrière vous passez votre ordre, mais le cours qui sera appliqué, ça peut prendre encore 2 à 3 jours. Donc, pour la personne qui pose cette question, je pense qu'effectivement, déjà, oui, on a le droit de changer les horaires d'achat et de revente, bien sûr, évidemment. Et c'est peut-être tout bénéfice finalement pour l'investisseur, parce qu'effectivement, le décalage qu'on a, qui peut atteindre 2 à 3 jours, peut être monumental quand vous voulez par exemple investir dans une SICAV d'actions chinoises, vous voyez la bourse monter, et le temps que vous passiez votre ordre, il s'est écoulé 5 jours et vous avez raté la hausse. Donc effectivement, ça peut être intéressant de raccourcir finalement l'horaire auquel on peut passer l'ordre. Et bien voilà pour les questions un petit peu calendaires de la gestion des OPCVM. Question de Gérard à Reims. On annonce une année 2013 favorable aux actions. Est-ce qu'il faut miser sur un tracker? Alors déjà, est-ce que oui ou non ce sera favorable? Au regard de lundi, on n'est plus tout à fait sûr. On va laisser les spécialistes et puis on va laisser l'année se dérouler. Non, effectivement, les trackers CAC 40, c'est la meilleure solution. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que quand même les institutionnels eux-mêmes en viennent à utiliser les trackers, plutôt que de prendre position sur des fonds sans Pour que savoir. tout le monde soit bien d'accord, un tracker, ça fonctionne comment? Comme une action. C'est un fonds indiciel coté en continu qui se négocie aux heures d'ouverture et qui joue un indice, qui se négocie aux heures d'ouverture de la bourse et qui se négocie comme une action, qui est aussi liquide qu'une action et qui coûte moins cher qu'un fonds. Donc ça permet de répliquer par exemple la performance. Le CAC 40 par exemple, ou un autre indice, le Dow Jones 30, le DAX 30. Une question de Marie à présent, Marie qui est à Neuilly, elle vient d'hériter de son grand-père corse. Il faut que je m'acquitte des droits de succession. Pourquoi? Sachant que... Ah oui, alors ça c'est malheureusement effectivement le Conseil constitutionnel a décidé d'abolir l'exonération sur les droits de succession concernant les biens immobiliers. C'est une exonération qui date de 1801. Voilà. Donc effectivement, Marie... Régime napoléonien. Exactement. Effectivement, Marie, cette année, il va falloir payer si ça commence cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un régime qui va se mettre progressivement en place. C'est-à-dire que entre 2013 et 2017, vous paierez que... les droits de succession seront payés uniquement sur la moitié des biens dont vous hériterez. Donc, et à partir de 2018, par contre, ça sera sur l'intégralité des biens dont vous allez hériter. Ce qu'il faut savoir peut-être, qu'on peut rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que les droits de succession sont calculés selon un barème qui tient compte du lien de parenté avec la personne dont vous héritez. Voilà, donc ça peut être plus ou moins parents, exactement. Oncle, tante, effectivement. Ça peut être plus ou moins élevé. Donc ça aussi, ça peut jouer. Mais effectivement, Marie, vous allez devoir payer au moins la moitié des droits de succession cette année. Eh bien voilà pour le grand-père corse. Il faut quand même passer à la caisse. Question de Jacques à présent. Jacques est à Courbevoie. Il cherche du rendement et il veut savoir ce qu'on pense des fonds high yield. High yield, oui, au rendement en fait. On dit français dans voilà, exactement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement des fonds qui investissent dans des obligations notées, bien moins notées. On revient au système de notation. Exactement, on revient au système de notation. Donc ce sont des obligations qui sont bien moins notées, bien moins notées
que les autres. Bien moins bien noté que les Voilà, autres. je Voilà, on n'arrive arrive. pas ce matin. J'ai les mots qui, c'est ce qu'on appelle généralement des obligations pourries entre guillemets, mais dans pourri, le terme est un petit peu fort. En fait, ce sont des obligations un petit peu plus risquées que les autres et qui donc servent à un rendement plus élevé que les autres. Effectivement, c'est une tendance. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et beaucoup de gérants qui se reportent sur ces obligations-là, puisqu'on ne gagne rien sur l'obligataire d'État. Donc, c'est effectivement un segment de la cote qui connaît un renouveau, et ça peut être intéressant. D'autant plus qu'il y a certains fonds, et là, on va faire une passerelle. Il y a certains fonds buy and hold, donc des fonds à échéance, des fonds obligataires à échéance, qui sont en train d'être lancés en ce moment et qui proposent effectivement de jouer du haut rendement. Donc, en gros, ce qu'on peut attendre sur les 5 à 6 années prochaines avec ces fonds-là, c'est environ 5% de performance nette de frais chaque année. Donc ça peut effectivement être une bonne solution pour du rendement. Faut quand même être honnête, c'est pas du cœur de portefeuille, c'est à la marge pour diversifier, pour donner un petit peu de peps Tout à fait. C'est 5 à 10% d'un portefeuille, absolument pas. Oui, c'est pas du cœur de portefeuille. Non. Donc on rappelle, c'est high yield, c'est le haut rendement. Il est quasiment 12h12 sur BFM Business. On marque une courte pause dans cette série de réponses à vos questions et on accueille Guillaume Paul qui nous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour Guillaume. Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Le calme est revenu pour le moment, en tout cas en Tunisie, après les manifestations et affrontements d'hier qui ont fait un mort et de nombreux blessés. Affrontements consécutifs à l'assassinat d'une figure de l'opposition. Le Premier ministre a annoncé hier soir la dissolution de l'actuel gouvernement et la création d'un nouveau gouvernement sans appartenance politique, ce que refuse, il l'a dit ce matin, Ennahda, le parti islamiste au pouvoir. Plusieurs partis d'opposition, cela dit, appellent toujours à une grève générale demain, vendredi, à l'occasion des funérailles de Chokri Belaïd, l'opposant donc abattu hier à Tunis. L'Iran, de son côté, a rejeté catégoriquement ce matin la récente proposition des États-Unis d'entamer des discussions bilatérales sur ce qui est toujours le dossier brûlant, son programme nucléaire. C'est le guide suprême lui-même, l'ayatollah Khamenei, qui s'est adressé directement aux Américains dans un discours devant les forces armées. Vous voulez négocier alors que vous pointez une arme sur l'Iran, mais la nation iranienne ne sera pas intimidée par ce genre d'acte. C'est ce qu'il a déclaré donc ce matin, référence aux nouvelles sanctions économiques justement que les Américains ont confirmé avoir mises en œuvre hier. Les Européens se retrouvent donc eux aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet des 27 pour essayer une nouvelle fois de trouver un accord, même à minima, sur le budget de l'Union européenne pour la période qui va de 2014 à 2020. Mais les discussions s'avèrent encore une fois extrêmement tendues. Plusieurs États exigent toujours de voir réduite leur contribution. Le Parlement européen, lui, d'un autre côté, a déjà prévenu qu'il pourrait refuser un accord qu'il jugerait tout simplement insuffisant pour financer la reprise économique. Et puis autre temps fort de cette journée de jeudi, c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne. A priori, pas d'annonce majeure en ce qui concerne les taux d'intérêt. En revanche, Mario Draghi, son président, sera sans doute questionné sur la récente envolée de l'euro. Conférence de presse que vous pourrez suivre à partir de 14h30 cet après-midi sur BFM Business. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, juste avant le 12h30. Guillaume Paul pour un nouveau point complet sur l'actualité générale. Petit détour sur les marchés. Le CAC 40 prend 0,44%, 3658 points, du vert aussi sur les autres places européennes. Et puis un petit focus sur les places du sud de l'Europe qui s'en sortent très bien. Plus d'1% de hausse actuellement à Madrid, plus 1,17 donc, plus 1% également. Et du côté du MIB, plus 1,03 pour être tout à fait précis. Et ce succès remporté par l'Espagne sur le marché obligataire. L'Espagne qui est parvenue à lever dans le haut de la fourchette 4,6 milliards de dettes avec des rendements certes en hausse, mais ce phénomène était déjà pricé, nous disait tout à l'heure Éric Bertrand chez CPR Asset Management. L'eurodoll, lui, est à 1,3570. Intégral Placement, Cédric Decoeur sur BFM Business. Et on poursuit les réponses à vos questions avec Gilles Petit de Gestion de Fortune. On a Jean qui nous écrit de Toulon et qui s'intéresse à la gestion des livrets de la famille. On rappelle déjà que sur les livrets, c'est vrai qu'on peut en ouvrir un par membre de la famille. Et du coup, il s'interroge, est-ce que ses enfants pourront ou pourraient lui demander des comptes à leur majorité sur l'utilisation qu'il a fait des livrets des enfants ?
J'ai envie de dire pourquoi pas. Effectivement, on a tous l'habitude, et ça se fait dans toutes les familles, hein, d'ouvrir un livret au nom de son enfant de façon à Et pouvoir puis nous, au placer quotidien, on dit, l'argent. quand on parle du plafond du livret, on rappelle que c'est 1 par membre. Exactement, donc c'est une pratique qui est effectivement établie et reconnue. Simplement, effectivement, je pense que ce monsieur a dû se pencher un petit peu sur des affaires récentes qui sont sorties, et la jurisprudence, effectivement, a reconnu que les enfants pouvaient effectivement demander des comptes. Alors bon, ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est que effectivement, vous pouvez très bien ouvrir des livrets pour vos enfants et faire tous les mouvements que vous voulez dessus, y compris pour votre compte personnel. Ça, c'est valable selon la jurisprudence actuelle jusqu'aux 16 ans de l'enfant. À partir des 16 ans de l'enfant, et c'est là que ça peut se corser, c'est là qu'effectivement votre enfant plus tard, devenu majeur, et qui va vous rejeter effectivement, et qui va poursuivre sa crise d'adolescence, va peut-être vous attaquer là-dessus, c'est qu'à partir des 16 ans de l'enfant, il faudra quand même que les mouvements que vous effectuiez sur ces placements-là soient justifiés. Je m'explique, par exemple, vous allez retirer de l'argent pour lui financer un permis de conduire en conduite accompagnée, ou l'achat d'un scooter, enfin des choses qui vont servir à cet enfant-là. Donc effectivement, faites attention. Jusqu'aux 16 ans, Voilà. Faites ce que vous voulez jusqu'aux 16 ans. C'est le livret bis des parents. Exactement. Après les 16 ans, faites attention quand même. Bon, voilà pour la réponse. C'est valable pour tous les types de placements, si on va jusqu'à... parce que là, on parle grosso modo du livret A, mais si on ouvre un compte d'assurance vie, alors l'assurance vie, c'est un petit peu différent, parce que à partir du moment où l'enfant est mineur, effectivement, on fait les mouvements qu'on veut, hein, comme sur les livrets. Donc c'est un petit peu différent, et en plus l'assurance vie, c'est du placement de très long terme, donc moins liquide. Donc les choses se posent pas tout à fait de la même façon. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cas de jurisprudence, en tout cas sur des contrats d'assurance vie. Mais dans le doute, faites quand même attention. Bon, restez prudent. La date des 16 ans. Voilà, retenez la date des 16 ans. Vous savez qu'à 16 ans, il va se passer beaucoup de choses pour vous vis-à-vis de vos enfants. Alors, question de Caroline à Poissy, qui envisage d'investir dans une SICAV d'obligations convertible. Est-ce le bon moment selon vous? Même artifice, on commence par rappeler les obligations convertibles. Oui, qu'est-ce que c'est? Alors une obligation convertible, c'est une obligation qu'on peut convertir en action, tout simplement. Au moment où on veut? Alors c'est pas au moment où on veut, c'est une obligation qui a une durée de vie délimitée, par exemple 3 ans, 5 ans, et qui au terme de sa vie peut éventuellement être convertie en action. Voilà. L'intérêt de l'obligation convertible, c'est surtout le portage qu'elle permet, c'est-à-dire que généralement on est plutôt bien rémunéré, et effectivement à la sortie la possibilité de convertir en action, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche réellement dans ce genre de placement là. Aujourd'hui, comme nous le demande Caroline, est-ce que c'est intéressant d'investir dans des obligations convertibles, alors, vu les conditions de marché? Je vais prendre le contre-pied de ce qu'on disait sur le high yield tout à l'heure. Oui, parce que personne n'en parle. C'est-à-dire que c'est une façon d'être contrariant. Effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'année dernière, les convertibles se sont très bien comportés. Cette année, aucune société de gestion, quasiment aucune, n'en parle, alors que finalement le gisement européen est en train de se renouveler et que les obligations convertibles qui sont émises et celles qui devraient être émises, hein, qu'on pressent en tout cas, devraient avoir des profils très intéressants. Je m'explique. Profil intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être sur des profils à caractère mixte, puisque l'avantage de la convertible, c'est la conversion en action, mais pas seulement. C'est aussi le parachute obligataire par rapport à l'action. Les convertibles mixtes permettent, par exemple, si l'action sous-jacente baisse, de ne baisser que de 1/3 de cette baisse-là, et si l'action monte, de profiter de 2/3 de cette hausse-là. Donc d'avoir un effet parachute à la baisse et de profiter de la hausse quand même. On peut choisir des convertibles ou il n'y a que des fonds qui... Non, il vaut mieux passer par des fonds. Pour un particulier, il vaut mieux passer par des fonds. C'est un marché qui est très étroit. Parce que ça pourrait être une façon de se couvrir sur un titre, par exemple, d'acheter de l'Alcatel et d'acheter une convertible Alcatel pour amortir un peu... Bien sûr, oui, non, mais en fait, c'est un marché qui est plutôt réservé aux professionnels, donc il faut plutôt passer par des fonds. En plus, ce sont des marchés qui sont assez étroits, donc en termes de quantité, même les gérants eux-mêmes ne sont pas forcément très bien servis en termes de quantité sur les titres qu'ils veulent. Non. Ouais. Et le savoir-faire du gestionnaire est irremplaçable, surtout pour ce qui est de la duration
la durée des titres et puis le rendement qui va être servi. Donc ça, vous pourrez pas vous en passer. Non, vaut mieux vraiment passer par un fonds. On fait pas apprenti sorcier. Non. Ben voilà, le temps est imparti, le temps qui nous était imparti est écoulé. Merci Gilles. Merci à vous. Gilles Petit, rédacteur en chef de Gestion de Fortune, était là pour vous répondre ce matin. N'hésitez pas à nous écrire, bfmbusiness.com pour le site internet, intégral placement au pluriel bfmbusiness.fr pour le mail ou encore les réseaux sociaux @intplacement. Et puis on vous rappelle la pétition qu'on a lancée la semaine dernière avec Jean-François Fillâtre, pétition pour le transfert des contrats d'assurance vie d'un assureur à un autre sans perte d'antériorité fiscale. 4850 personnes ont déjà répondu présent. Vous pouvez signer sur votreargent.fr/pétition. Le CAC 40 plus 0,35%.